La récente visite du ministre congolais de l'économie, Jean-Marie Kalumba, en Namibie, a coupé court aux rumeurs sur une éventuelle détérioration des relations entre Kinshasa et Windhoek concernant le quota de pêche obtenu par le gouvernement congolais. Jean-Marie Kalumba a soutenu qu'il s'agit d'une campagne de diabolisation menée par les opérateurs économiques véreux qui s'opposent au processus de rationalisation des prix de produits surgelés. Blandine Kawanda Waluom est la première femme dans l'histoire de la douane congolaise à occuper le fauteuil de directeur général. Dans son premier oral, la nouvelle patronne de douane et Axis promet d'accélérer avec le réforme devant permettre à la DGDA d'accroître davantage ses performances en vue de répondre aux attentes du gouvernement congolais en termes de mobilisation des recettes conformément à la vision du chef de l'État. C'est le même engagement pris par le nouveau directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Tabala, qui a aussi pris officiellement ses fonctions en comptant sur l'ensemble de son personnel pour réussir les paris de maximisation des recettes non fiscales de l'État congolais. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans le corps de cette édition du magazine Fiscalité et Développement présenté par Muriel Makiessé Loutina. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle livraison du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé jeudi dernier le décaissement d'un prêt de 212,3 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. C'est pour renforcer les réserves d'échange du pays. Le FMI s'est dit satisfait de la première revue du programme avec Kinshasa qui avait conclu avec l'institution de Bretton Woods en juillet de l'année en cours. Un programme de facilité de crédit prolongé de 1,52 milliard de dollars sur 3 ans. Ces fonds étaient accordés à la RDC pour aider les pays à répondre aux effets néfastes liés à la pandémie de coronavirus. Malgré la persistance de la COVID-19, l'économie devrait croître de 5,4% cette année et de 6,2% en 2022, soutenu par une production minière plus élevée que prévu et un rebond dans d'autres secteurs. Le 212,3 millions de dollars devrait permettre à la RDC de soutenir des réformes structurelles ambitieuses visant à promouvoir une croissance économique durable en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures, améliorant la gouvernance et renforçant la politique monétaire. Parlons des régies financières à présent, où l'actualité reste dominée cette semaine par les cérémonies de remise et reprises à la Direction générale des douanes et axes de GDA. C'est Blandine Kawanda qui a officiellement pris ses fonctions de directeur général le mardi 14 décembre 2021. Cette femme douanière nommée pour la toute première fois au sommet de cette régie financière remplace Jean-Baptiste Nkongolo Kabila après qu'il ait rendu de bons et loyaux services au profit de la nation en termes de mobilisation des recettes et de facilitation des échanges. C'est un reportage de Ruth Kambagé rendu par Didi Mafambo Nombolo Pepe sur les images de Landry Nonyangi et Lostine. À la Direction générale de douanes et axes de GDA, c'est désormais une femme qui est aux commandes. Une première dans l'histoire de cette régie financière. Blandine Kawanda Waluom a officiellement pris ses fonctions de directeur général de la DGDA le mardi 14 décembre 2021. C'était lors de la cérémonie de remise et reprise avec le directeur général intérimaire sortant Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi en présence du directeur de cabinet du ministre des Finances. Jean-Baptiste Nkongolo a assumé l'intérim après le décès survenu le 15 avril 2020 de l'ancien directeur général de Uruguiza Maguera. Avec le directeur général adjoint sortant Simon Urbanzuka Mapengo, y compris l'ensemble du personnel douanier,
ils ont pu atteindre des résultats concluants sur le plan de mobilisation des recettes par rapport au contrat de performance, et c'est dans un contexte socio-économique difficile. Tout en saluant la décision du chef de l'État de nommer une équipe constituée entièrement des douaniers, dotée des compétences avérées, je ne doute pas une seule seconde que celle-ci mettra, bien évidemment, toute son expertise à la disposition de cette administration des douanes qu'elle connaît parfaitement. J'exhorte tous les cadres et agents de la DGDA, d'ici et d'ailleurs, à accompagner la haute direction présente, à atteindre les objectifs qui lui sont assignés, à sauvegarder la paix sociale, à travailler avec détermination afin d'élaguer des antivaleurs et porter plus haut l'étendard de l'administration des douanes de notre pays. Le nouveau directeur général des douanes et accises, Blandine Kawanda Walwom, est consciente de lourdes responsabilités qui reposent sur ses épaules au regard des enjeux économiques de l'heure. Qu'il me soit permis de tout cœur d'exprimer ma gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. À l'équipe sortante, dirigée par M. Jean-Baptiste Kongolo Kabila Monchi et secondée par M. Simon Urbain Nzouka-Mapengo, pour avoir impulsé et réalisé des réformes dans des circonstances parfois difficiles, je présente mes félicitations et mes remerciements. Pour ma part, je mesure bien évidemment l'ampleur de la tâche qui m'attend. À cet effet, je prends l'engagement avec beaucoup de détermination, en comptant sur le soutien sans faille de mes deux adjoints, que je félicite au passage, à primo, inscrire toutes les actions à mener dans la droite ligne de la vision du chef de l'État et des orientations de la politique du gouvernement. Secondo, à rencontrer leurs attentes en termes de mobilisation des recettes pour le financement du budget de l'État, de la lutte contre la fraude douanière et la criminalité transfrontalière organisée, de la facilitation des échanges, de la sécurisation de nos frontières et du renforcement du partenariat public-privé. La nouvelle patronne de la DGDA a été nommée par le chef de l'État après avoir travaillé durant plusieurs années à la tête de la représentation de la douane congolaise à l'Organisation mondiale des douanes OMD à Bruxelles en Belgique. Nous sommes confiants, madame, nous la connaissons. Elle a une longue expérience à l'international. Elle a évolué pendant plusieurs années et forte de cette expérience qu'elle traîne au niveau de l'international, nous sommes convaincus que madame va déplacer les montagnes. Avec l'appui et l'apport de toute la communauté douanière, femmes et hommes, elle va réussir et nous sommes tout à fait confiants. Au poste de directeur général adjoint chargé des questions techniques, c'est Bernard Kabese Mousangou qui a officiellement remplacé Simon Urbain Nzouka-Mapengo. Il vient de la direction des affaires juridiques et contentieuses. Jean-Louis Baouna est le nouveau directeur général adjoint en charge de l'administration et finances. Il vient de la direction d'audit interne où il a évolué au grade de sous-directeur. Les défis à relever par la nouvelle haute direction douanière chapeautée par Blandine Kawanda Walwom ne sont pas de moindres, mais ils sont nombreux à croire aux compétences de cette femme intègre et expérimentée qui a su faire ses preuves avec brio à la représentation de la DGDA à l'OMD à Bruxelles. Aussitôt installée dans son fauteuil de directeur général de la DGDA, Blandine Kawanda a dévoilé sa détermination à inscrire ses actions dans la vision du chef de l'État et accélérer surtout avec toutes les réformes nécessaires engagées par l'administration douanière pour une douane congolaise davantage efficace. On l'écoute au micro des Ruth Kambaji. La fonction que je vais occuper est une fonction de très très haute responsabilité. Et comme je l'ai dit dans mon discours, je sais que la charge est lourde. Et je sais que je devrais vraiment être très stratégique dans les décisions que je vais prendre pour porter l'administration douanière. Et donc mes axes prioritaires
sont d'abord, c'est vrai, c'est politique, c'est de m'inscrire dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé sa confiance sur notre équipe et qui attend beaucoup de nous. Ensuite, il faudra que je réponde aussi aux attentes du gouvernement, que je m'inscrive aussi dans la logique de la politique gouvernementale, tout en sachant que la mission primaire de notre administration douanière, c'est la mobilisation des recettes pour financer le budget de l'État. J'ai une feuille de route bien préparée, avec des axes prioritaires bien définis. Et pour réussir ma mission, la première chose à faire, c'est de m'entourer de personnes compétentes, honnêtes, avec lesquelles je vais travailler dans la transparence et donc placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, comme on dit. Il y a des réformes qui ont été entamées et comme ça s'est bien passé avec le DG sortant, il faudra pérenniser les réformes existantes et puis prendre des initiatives, innover dans le sens d'autres réformes pour justement, comme je dis, atteindre les objectifs à l'international, bien sûr, rehausser la notoriété de la douane, pas seulement à l'intérieur, où nous nous limitons tout simplement à cette mission de mobilisation de recettes, où il y a la pression politique qui s'exerce sur le directeur général des douanes pour mobiliser un maximum de recettes. J'ai une panoplie, ils sont 5 axes prioritaires, je ne vais pas tous les citer, pour pouvoir, en un temps record, et comme j'ai dit, avec l'apport de tout le personnel. Parce que on dit qu'un manager, il ne réussit pas seul. Autre cérémonie de remise et reprise, cette fois-ci à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD. C'est désormais Jean Parfait Ntabala qui est le nouveau directeur général. Il a pris aussi officiellement ses fonctions le mardi 14 décembre 2021 au terme d'une cérémonie de remise et reprise avec sa prédécesseur Magui Sambiki Koutoué qui quitte également la régie financière sur une note satisfaisante sur le plan de mobilisation des recettes non fiscales. Suivez. C'est dans une ambiance électrique que le nouvel homme fort de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD a été accueilli par le cadre et agents de cette régie financière semblable à la manière du Christ à Jérusalem. Jean Parfait Ntabala a gagné la confiance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour diriger la DGRAD. Il a pris officiellement ses fonctions le mardi 14 décembre 2021 lors de la traditionnelle cérémonie de remise et reprise avec le directeur général sortant, Magui Sambiki Koutoué. Celle-ci reconnaît au nouveau patron de la DGRAD des qualités et compétences professionnelles incontestables. La prière que j'avais adressée à Dieu et qu'il a exaucée, c'était de nous donner les forces d'être à la hauteur de la confiance qui a été mise en nous, pour donner la possibilité à un autre fils maison de pouvoir diriger la DGRAD. Je suis une femme heureuse aujourd'hui de passer le bâton de commandement à une équipe que je crois aura la capacité, avec l'aide de Dieu, de mener toujours le flambeau haut de la DGRAD. Jean Parfait Ntabala est un fils maison qui a gravi tous les échelons jusqu'à devenir ce jour directeur général. Cet ancien directeur provincial de la DGRAD Katanga a promis de travailler dans la vision du chef de l'État en vue de répondre aux attentes du gouvernement des Warriors. Ma première parole, après cette remise reprise, soit celle concernant mes hommages les plus différents
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour m'avoir confié cette tâche de conduire l'encadrement des recettes non fiscales de l'État. Également, j'adresse mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, dont je suis sous encadrement, pour la confiance qu'il m'a confiée. La tâche, la première à laquelle je dois m'atteler, est celle de me rendre compte de ce qu'est devenu la maison des Gérard d'aujourd'hui. J'ai fait un état des lieux sérieux avec l'équipe qui m'accompagne et que rapidement on puisse travailler avec les effectifs qui sont à notre disposition, avec les ressources humaines qui sont à notre disposition, pour encadrer les recettes avec la facilité que nous accorde aujourd'hui la technologie, en travaillant avec la modernisation des structures, avec les outils informatiques et des logiciels adaptés pour nous faciliter la tâche d'accroître, de découvrir des niches de recettes et de pouvoir ajouter à ce qui a été réalisé jusqu'aujourd'hui. Le nouveau patron de la DGRAD est secondé par Fouamba Likondi et Christine Epoluke, respectivement directeur adjoint en charge des questions techniques et directeur général adjoint en charge des questions financières et administratives. Magui Sambeki Koutoué quitte la DGRAD après plus de 5 ans à la tête de cette régie financière. Elle la laisse avec des résultats satisfaisants, soit 93% des réalisations du contrat des performances sur le plan de mobilisation des recettes. Jean Parfait Tabala a la lourde mission de maintenir les caps et surtout de répondre présent au rendez-vous des assignations budgétaires afin de donner à l'État les moyens de sa politique. Dans l'objectif de rajeunir son personnel qui tendait vers la mort par le vieillissement des inspecteurs, l'Inspection générale des finances IGF a accueilli le jeudi 16 décembre 2021 les nouveaux jeunes inspecteurs fruits du recrutement édition 2021. L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete et son adjoint Victor Batoubenga ont donné des directives aux nouvelles recrues pour s'armer efficacement dans la lutte contre les antivaleurs, à l'instar de la corruption et les détournements des deniers publics, afin de se conformer à la vision du chef de l'État. Reportage. Inspection générale des finances. Merci beaucoup. Comme promis, après l'édition 2020, les comités de gestion de l'IGF continuent à rajeunir cet organe de contrôle et d'audit supérieur qui tendait vers sa mort par le vieillissement des inspecteurs. Et l'accueil de nouveaux inspecteurs fruits du recrutement édition 2021 s'est effectué ce jeudi 16 décembre. L'objectif poursuivi par l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete et son adjoint Victor Batoubenga et de donner les lignes directives qui vont permettre aux nouveaux inspecteurs de s'armer efficacement dans la lutte acharnée contre les dilapideurs des deniers publics. Ces moments d'accueil a permis à l'inspecteur général des finances, chef de service, d'inculquer les conseils aux nouvelles recrues. Lui-même étant super flic des finances publiques, Jules Alinguete n'a pas tergiversé. Il a appelé ces derniers à avoir en eux la vérité, le patriotisme et l'intégrité comme valeurs qui doivent les caractériser tout au long de leur carrière d'inspecteur de finances. Un inspecteur des finances n'est pas n'importe qui, je me permets de le dire. Et vous ne serez pas n'importe qui dans cette administration parce que déjà, les modalités de votre recrutement est exceptionnelles. Deuxièmement, votre carrière sera exceptionnelle parce que vous intégrez l'inspection générale des finances au grade de commandement, au grade de chef de division. Ce qui est une particularité qu'aucune administration publique, aucun service public a, à l'exception de l'inspection générale des finances. Et cette particularité, c'est en fonction des exigences que nous voulons à l'inspection générale des finances, de la qualité qu'un inspecteur des finances doit avoir pour exercer correctement son travail.
Ces inspecteurs ont intégré l'IGF pendant une période cruciale de la lutte contre la corruption, les détournements et les malversations financières. Réagissant après ces mots, les nouveaux inspecteurs ont profité de l'occasion pour féliciter l'IGF du sérieux qui a caractérisé les tests de recrutement, du reste sévères et sélectifs. La sélection a été vraiment rigoureuse parce qu'à la base, nous étions plus de 4000 à concourir et c'était un concours très sélectif de l'identification pour avoir le macaron jusqu'au jury oral. Le processus a été très strict et bien organisé. Voilà. Je suis les témoins vivants de la crédibilité de ces tests de recrutement parce que je ne connais personne dans l'administration publique ni à l'inspection générale des finances. Donc j'ai postulé, j'ai présenté mes tests avec préparation simplement et j'ai été retenu. Bien avant cette cérémonie, chaque inspecteur a reçu sa lettre de notification qui atteste désormais son appartenance à l'IGF. Recrutés au grade de chef de division, les nouveaux inspecteurs vont tout d'abord suivre la formation des nivellements d'une durée de 6 mois. Au bout de 2 ans, ils présenteront un mémoire. Pour rappel, au départ, ils étaient au nombre de plus de 5000 candidats pour enfin ne retenir que 85 qui viennent totaliser les cartons pleins des 200 inspecteurs, comme le dit la loi. Inspection générale des finances. Les facteurs sociaux tels que le crime et la corruption au sein d'une société font partie des éléments qui ne favorisent pas le bon climat des affaires. Le chef de l'État, l'ayant compris, a fait de la lutte contre la corruption et l'impunité les leitmotifs de son action dans les volets gouvernance politique lors de son accession à la magistrature suprême en améliorant l'efficacité de l'inspection générale des finances UGF dont l'action était peu perceptible. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a rappelé au cours de son adresse à la nation le lundi 13 décembre dernier. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Priska Sekana Kinzonzi. Honorables députés nationaux et sénateurs, à mon accession à la magistrature suprême, j'annonçais que l'état de droit, une justice indépendante, la lutte contre la corruption et l'impunité constituaient le leitmotiv de mon action dans son volet de la gouvernance politique. C'est dans ce sens qu'il faut placer la redynamisation de certaines structures. En effet, j'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. De même, la création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, répondait aussi à cet impératif. Placée sous mon autorité directe, l'inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Néanmoins, l'IGF ne peut remplacer l'action du pouvoir judiciaire ayant seule la mission constitutionnelle de dire le droit. C'est dans le même sens que j'entends rendre opérationnel dans les tout prochains jours les différents organes et structures de la Cour des comptes, la plus haute instance de contrôle des finances publiques, afin qu'elle joue pleinement son rôle de patrouilleur financier en chef avec l'appui de l'inspection générale des finances. J'attends que ces mêmes performances soient au cœur de l'action de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, de la cellule nationale de renseignement financier, ainsi que d'autres services supérieurs de contrôle, en tant que dispositif de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, le blanchiment de capitaux, la fraude et même
le financement du terrorisme. La lutte contre la corruption étant le cheval de bataille du président de la République, elle permet d'avancer vers les objectifs de développement durable, ODD. Mais c'est quoi la corruption? La réponse à travers votre rubrique Mots économiques du jour, préparée par Priska Sekana Kinzondi. La corruption désigne le fait pour une personne investie d'une fonction déterminée, qu'elle soit publique ou privée, de solliciter ou d'accepter un don ou un avantage quelconque en vue d'obtenir ou de s'abstenir d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice telle que des groupes mafieux, entreprises, clubs et autres. Cependant, il existe deux formes de corruption, la corruption active et la corruption passive. Les deux se distinguent par le fait que la corruption passive est le fait pour un agent compétent de se laisser acheter pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa fonction. Tandis que l'active, elle, est le fait pour une personne de rémunérer l'accomplissement ou le non-accomplissement d'un tel acte par l'agent compétent. La corruption n'a pas seulement un but, mais a également une cause. Et cette cause généralement est due à une mauvaise gouvernance, à l'absence de toute politique anti-corruption, des institutions faibles et les faibles salaires. Mais cela ne suffit pas, il faut ajouter aussi la culture administrative et corporatrice peu propice, générant des craintes et qui dissuade toute dénonciation, et enfin l'aspect culturel. Si la corruption a un but et une cause, il ne faut pas négliger et oublier les conséquences qui en découlent. En Afrique par exemple, la corruption entrave les développements économiques, politiques et sociaux. Donc, elle représente un obstacle majeur à la croissance économique, à la bonne gouvernance et aux libertés fondamentales comme la liberté d'expression ou le droit des citoyens à demander de comptes à leur gouvernement. Pour ce qui est de notre pays, la RDC, selon le rapport de Transparency International 2020, la RDC est classée 170e sur 180e pays au monde dans l'indice des perceptions de corruption. Ceci veut dire que la corruption semble encore avoir des beaux jours dans les pays de Lumumba. Nous espérons que les recommandations qui découleront des travaux des États généraux sur la corruption lancés par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge permettront de jeter un regard sur ce qui a été fait, de relever le défi majeur avant de nous projeter vers le futur en vue d'assurer un avenir meilleur à notre peuple. Car, comme l'a dit le chef du gouvernement, la République n'accordera aucun pardon à ceux qui faciliteront ou couvriront les actes de corruption. Qui vivra verra. Kinshasa et Windec déterminés à renforcer la coopération économique et commerciale en matière d'importation des produits de la pêche. La visite du ministre congolais de l'économie, Jean-Marie Kalumba, en Namibie, a coupé court aux rumeurs sur une éventuelle détérioration de relations entre Kinshasa et Windec concernant les quotas de pêche obtenus par le gouvernement congolais. Jean-Marie Kalumba a soutenu qu'il s'agit d'une campagne de diabolisation menée par les opérateurs économiques véreux qui s'opposent au processus de rationalisation des prix des produits surgelés. C'est ainsi que le gouvernement de la République avait conclu un accord avec la Namibie pour un quota de pêche de 27 300 tonnes dans le but d'approvisionner le marché congolais face à la rétention des stocks des opérateurs économiques mal intentionnés. Il y a quelques jours, certains médias en ligne avaient annoncé que la Namibie demandait à la RDC d'épuiser son quota de pêche des poissons chanchards au plus tard le 31 décembre 2021, car aucun report n'était envisageable. Pendant ces temps, 1130 tonnes de poissons chanchards importés de la Namibie se trouvent déjà sur les sols congolais et n'attendent que d'être mis sur les marchés de consommation.
Les couples présidentiels congolais a participé au 3e sommet Turquie-Afrique du 17 au 18 décembre 2021 à Istanbul, capitale économique turque, aux côtés de pairs africains. 13 autres chefs d'État et une quarantaine des hauts responsables africains ont échangé sur les voies et moyens de renforcer la coopération turco-africaine dans les domaines économiques, sécuritaires et culturels. Ce 3e sommet du genre, après celui de 2016 et 2018, apparaît comme un terrain de prédilection pour Erdogan à l'heure où ses relations avec l'Union européenne sont distendues. Le président turc tente également de relever la pente après être affaibli en interne par la chute vertigineuse de la devise turque qui a perdu 45% de sa valeur face au dollar américain. Il s'y est tout de même dénoté que le volume commercial bilatéral turco-africain qui était de 5,4 milliards de dollars américains en 2003 a dépassé le 25 milliards de dollars en 2020 malgré les effets négatifs de la pandémie de Covid-19. Il y a lieu de noter aussi que près de 1000 entrepreneurs turcs et africains ont pris part à ce 3e sommet de partenariat turco-africain. C'est en sa qualité de garant de l'intégrité territoriale que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé solennellement son engagement constitutionnel en réaffirmant qu'il ne ménagerait aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République démocratique du Congo lors du traditionnel discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès et sans lesquels il serait impossible de voir l'économie du Congo-Kinshasa redécoller et pouvant ainsi améliorer sensiblement les conditions de vie de la population congolaise. On écoute une fois de plus le chef d'État dans cet extrait sélectionné par Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. Honorables députés nationaux et sénateurs, la mobilisation des investissements dont nous avons besoin pour créer des richesses et développer notre pays nécessite un bon climat des affaires. Ceci implique qu'en permanence, nous soyons non seulement attentifs aux doléances des opérateurs économiques, mais aussi et surtout que nous imaginions des mécanismes pouvant permettre d'améliorer les conditions d'exercice des affaires et en assurer le suivi. Au cours de cette année, j'ai réitéré au gouvernement ma volonté de prendre en charge avec efficacité la problématique du climat des affaires par une nouvelle approche de suivi, évaluation jamais expérimentée dans notre système de gouvernance afin de rassurer les investisseurs. À cet effet, j'ai le plaisir d'annoncer la mise sur pied d'un outil qui va désormais permettre en temps réel à moi-même, au Premier ministre, ainsi qu'à chacun des membres du gouvernement concerné, de suivre méticuleusement le rythme de mise en œuvre des réformes et assignations relatives au climat des affaires. Il s'agit en fait d'un tableau de bord numérique sur mesure à partir du programme du gouvernement. Aussi, j'invite le Parlement à parachever le cadre légal relatif d'une part à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce et d'autre part aux dispositions nationales complémentaires aux droits de l'OHADA. En outre, la rationalisation de la fiscalité demeure la réponse appropriée aux tracasseries souvent dénoncées par les opérateurs économiques. Il faut des réformes innovantes en la matière pour y remédier. Amélioration de la chaîne des valeurs dans l'exploitation du cobalt, évaluation de l'exécution du projet Kinshasa Zéro Trou et amélioration de la desserte en eau et électricité, ainsi que la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques. Voilà autant des sujets qui ont fait l'objet des discussions à la primature. La semaine du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge vous est commentée par Didi Mavambu au Nombolo Pépé. Mardi 14 décembre 2021, l'ambassadeur canadien en République démocratique du Congo, Benoît Pierre Laramé, est reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.
Les questions liées au genre et à la lutte contre les violences faites aux femmes sont au menu des échanges. En se référant aux 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui se sont clôturés à Kinshasa il y a de quelques jours sous le signe d'un engagement ferme pour la protection des femmes. Comme vous le savez, ici à Kinshasa, il y a un groupe de 11 ambassadeurs qui sont des amis féministes et on désire engager la conversation avec Monsieur le ministre sur le sujet des questions d'égalité entre les genres. On voulait faire ça assez rapidement compte tenu qu'il y avait des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui se sont terminés, mais aussi pour démontrer que cet engagement-là ne doit pas se limiter aux 16 jours, mais que ça doit être un engagement l'année longue. Mercredi 15 décembre, réunion du comité de conjoncture économique face à la 4e vague de Covid-19. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné des instructions pour le paiement progressif des arriérés des primes du personnel des ripostes. Jeudi 16 décembre, au Musée national de la RDC, le Premier ministre préside la cérémonie de lancement officiel de la publication des résultats de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles ENAFEP en sa première édition dénommée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De 15 444 apprenants admis aux épreuves préliminaires de mai 2021, 10 000 ont participé aux épreuves finales et 6 528 ont réussi, soit 74,14% de réussite totale. À la journée d'échange de l'entreprise minière Glencore, le même jeudi, le Premier ministre Sama Lukonde réaffirme sa détermination à œuvrer pour l'amélioration de la chaîne de valeur dans l'exploitation du cobalt. Pour son processus de transition énergétique dans les transports, le monde entier a tous les regards tournés vers la RDC qui détient la majeure partie des matières premières nécessaires pour l'industrie, notamment le cobalt et le lithium. C'est tout le sens et l'importance que ces échanges représentent pour justifier la présence du chef du gouvernement. J'ai tenu à venir assister à ces échanges parce qu'elles s'inscrivent d'abord dans l'investissement, dans la redevabilité, parce que ici, Glencore parle de ce qu'il fait en République démocratique du Congo, en mettant surtout en avant l'emploi généré par ces investissements, emploi, et comme ça a été d'ailleurs rappelé par le DG de Moumi, axé sur les Congolais en priorité, et ça c'est quelque chose de très louable. Ensuite, parce qu'on parle de transition énergétique. Ici, d'abord, il y a un appui vis-à-vis des infrastructures déjà existantes de Inga. Le même jeudi 16 décembre, le Premier ministre reçoit dans son cabinet de travail le caucus de députés nationaux et sénateurs du Nord-Ubangi, quelques jours après la démission du gouverneur de cette province. Plusieurs questions d'ordre social et économique ont été soumises au chef du gouvernement, d'après le porte-parole de la délégation, Guiala Mobutu. Nous sommes venus en caucus de la province donc du Nord-Ubangi, les sénateurs et députés nationaux de la province, pour lui donner un peu toutes les informations utiles concernant notre province. Donc suite à la démission du chef de l'exécutif provincial. Mais écoutez, bon, nous avons essentiellement discuté de la situation, bien sûr, des infrastructures au niveau social et bien sûr aussi l'agriculture qui représente quand même une grande partie de l'aspect économique de notre province. Les directeurs généraux intérimaires du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalenga, a pris part à la réunion qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État et une délégation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, ainsi que celle d'Afrique Simbank sur les projets de fabrication de batteries électriques en RDC. Invité à cette rencontre, Jean-Claude Kalenga
Teranga a laissé entendre que grâce à cette réunion, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi à lever le blocage qui persistait dans les financements du FPI par Afreximbank, devant servir à réaliser les grands travaux dans l'espace Kasaï. On écoute le directeur général intérimaire du FPI au sortir de cette réunion tenue à la Cité de l'Union africaine. Nous avons imploré le chef de l'État pour qu'il puisse peser de son poids auprès d'Afreximbank International pour obtenir que les blocages qui étaient au niveau du taux d'intérêt soient levés. Et c'est que nous venons d'obtenir, donc le taux d'intérêt a été revu au même titre que les taux d'intérêt appliqués localement par les banques locales. Quelles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa? La réponse avec Naomi Makwela Etchoune. Ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation s'ouvrent avec les poissons salés, communément appelés ambassades, dont le coût d'un carton de 9 kg a connu la hausse sur les principaux grands marchés de la ville de Kinshasa d'une semaine à une autre. Au marché de la Liberté, le prix de cette denrée alimentaire est passé de 110 000 francs congolais à 115 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zigida, où le coût de ces mêmes produits qui se vendaient à 112 000 francs congolais se négocie présentement à 114 000 francs congolais. Stabilité par contre au marché Gambela, où le prix d'un carton de poisson salé revient à 112 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, on peut la voir à 113 000 francs congolais. Côté légumes, les feuilles de gazelle, connues populairement sous le nom de fumboa, un aliment végétal très prisé par les consommateurs quinois en provenance de Mbandaka et du Congo central, la botte se vend à 500 francs congolais, à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant le prix d'un bol d'arachide appelé autrement Ebundeli, il se vend à 2000 francs congolais au marché de la Liberté, à 2200 francs congolais au marché Zigida, à 2000 francs congolais au marché Gambela et enfin à 1800 francs congolais au marché Matete. Pour la farine de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central, sachez que le prix d'un récipient connu communément sous le nom de Kolo est à 1000 francs congolais au marché de la Liberté et à 1200 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Terminons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec les safou, dont un lot de 5 fruits coûte 2000 francs congolais au marché de la Liberté, 3000 francs congolais au marché Zigida, 2500 francs congolais au marché Gambela et pour avoir les safou au marché Matete, il faut décaisser 2000 francs congolais. Telles sont les tendances de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media au samedi 18 décembre 2021 sur le principal grand marché de la ville de Kinshasa. Sur les marchés d'échange, sachez que la Banque centrale du Congo, elle affiche encore les taux du mardi 7 décembre 2021 où $1 américain a valu 1999,91 francs congolais, 1 euro à 2262,11 francs congolais, un franc CFA à 3,44 francs et un rand de la monnaie sud-africaine à 124,949 francs congolais. Au samedi 18 décembre 2021, au parallèle cette fois-ci, les taux variaient entre 1990 et 2000 francs les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, les dollars s'échangeaient à 1950 francs congolais, 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et 2037 francs le roi dollar, précisément sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. À Bouta, dans la province du Bazouélé, les billets verts s'est négocié à 1900 francs congolais. 2000 francs, c'est les taux observés à Bunia dans la province de l'Ituri, à Mwanda dans la province du Congo central, à Massimanimba dans l'Ekwilu et à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Enfin, le petit taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kolwezi dans la province du Lualaba où $1 américain a valu 2002 francs congolais. Voyons à présent avec Didi Mavambou les tendances des cours de principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 18 décembre 2021.
Clôture au rouge du cours du pétrole sur le marché international. À Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 72,85 $ américains, soit une baisse de 2,37%, et à New York à 70,88 $, soit une baisse de 1,58%. Côté cours des métaux, sachez que la tonne métrique du cuivre a valu 9 505,50 $ américains, soit une hausse de 1,05%. Stabilité par contre pour le cours du cobalt, dont la tonne métrique a coûté 69 525. Stabilité également avec l'or qui s'est vendu à 1798,34 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est haussière. Le prix du maïs a connu une hausse de 1,28%, se négociant à 593 $ américains. Le coût de la tonne du riz a grimpé de 0,88%, se négociant à 13,73 $ américains. 775 $, c'est le prix de la tonne du blé qui a enregistré une augmentation de 2,51%. Autres produits agricoles tels les cafés, dont le coût d'une tonne a reculé de 1,07%, cette denrée s'est vendue à 235 $ américains. Baisse de 1,96% du cours du cacao négocié à 2497 $ américains. Hausse par contre du cours du coton de 1,43%. La tonne s'est négociée à 107 $ américains. C'est avec grande peine que le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa, et l'ensemble de son personnel ont appris la disparition du chanteur gospel congolais Maman Tété Djungandeki mercredi 15 décembre 2021. Il vous souviendra que l'une des chansons culte de notre chère maman, dont AGM avait fait sa marque déposée, a bercé les auditeurs et téléspectateurs de votre magazine Fiscalité et Développement pendant plus de 10 ans, à savoir Tofu Tampako. Une chanson culte qui avait pour objectif de pousser les Congolaises et Congolais, personnes physiques et morales, de s'acquitter de leurs obligations fiscales afin de participer à la reconstruction de notre patrie, la République démocratique du Congo. Voilà, Jérôme Sekana Penepapa présente ainsi les condoléances à sa famille biologique, mais également au corps de Christ qui vient de perdre une icône de la musique gospel en République démocratique du Congo. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. C'est par cette note que nous mettons un point final à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.